Il existe des marques automobiles dont l'identité saute immédiatement aux yeux. Ferrari, c'est la passion incandescente. Porsche, c'est la rigueur mathématique. Lamborghini, c'est la démesure assumée. Tout semble clair, comme si chacune suivait un livre de règles millimétré. Et puis, il y a McLaren. Une maison différente, née non pas dans les rues, mais dans les paddocks. Forgée non pas dans les salons luxueux, mais dans la chaleur métallique des stands de Formule 1. Une marque capable de créer l'une des supercars les plus mythiques du XXe siècle, puis de disparaître presque totalement, avant de revenir 2 décennies plus tard avec une avalanche de modèles impossibles à classer, impossibles à définir, impossibles même à comprendre. McLaren, c'est le paradoxe incarné, un génie technique impressionnant mais une gestion interne souvent catastrophique. Une marque capable de tutoyer les sommets puis, sans prévenir, de s'écraser violemment. Dans son histoire, elle a remporté 21 titres en Formule 1, conçu une des voitures les plus avancées de l'histoire, mais aussi flirté 2 fois avec la faillite en moins de 10 ans. Elle a vendu son siège social, elle a sorti une supercar hybride qui semblait à peine finalisée. Elle a alterné chef-d'œuvre et erreur fatale. Côté design, McLaren ne ressemble à personne, sauf à McLaren elle-même. Chaque modèle semble différent des autres constructeurs, mais étrangement semblable à ses propres sœurs. Pour certains, c'est de la sculpture futuriste. Pour d'autres, une suite d'objets froids, rationnels, trop propres pour être désirés. McLaren, c'est une marque d'extrême. Une maison capable du sublime comme du chaotique, du révolutionnaire comme du brouillon. Une enseigne dont chaque victoire semble annoncer une catastrophe imminente. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire folle. Comprendre ce génie fragile. Découvrir si McLaren est un trésor d'ingénierie ou simplement la marque la plus étrange de toute l'histoire automobile. Tout commence bien avant les milliards, bien avant la P1, bien avant les trophées. Tout commence avec un enfant malade. Un garçon de 9 ans, immobilisé par une maladie osseuse dégénérative. On lui annonce qu'il ne marchera peut-être jamais correctement, qu'il devra oublier certains rêves. Ce garçon, c'est Bruce McLaren, un enfant de Nouvelle-Zélande, condamné selon la médecine mais incapable selon lui d'accepter son sort. Après des mois d'hôpital et plusieurs années dans une maison pour enfants handicapés, il réapprend à marcher, lentement, patiemment, avec une volonté presque inhumaine. Les sports de contact lui sont désormais interdits. Alors, puisqu'il ne peut plus courir, il va apprendre à aller vite autrement. Son père est garagiste. Bruce s'installe dans la cour, tourne, recommence, apprend à ressentir le châssis, le moteur, la vibration du volant. À 15 ans, permis en poche, il court sa première course au volant de l'Austin 7 familial. On est en 1956. Bruce étudie l'ingénierie près d'un aérodrome, là où se déroule le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Son objectif est simple, devenir pilote professionnel pour montrer que son handicap ne dictera jamais sa vie. En 1957, il termine 5e de son premier Grand Prix national, suffisant pour décrocher une bourse exceptionnelle, Driver to Europe, un billet simple pour l'épicentre du sport automobile mondial. L'Europe, à la fin des années 50, c'est la Mecque, là où courent les géants, là où se créent les légendes, là où les circuits sont à peine sécurisés et les équipes encore artisanales. Bruce impressionne immédiatement. En 1959, à Sebring, il devient le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 à seulement 22 ans, un record qui tiendra plus de 40 ans. Bruce n'est pas qu'un pilote rapide. Il est méthodique, analytique, un ingénieur dans l'âme, dans un monde dominé par l'instinct brut. En 1963, il fonde une petite entreprise nommée McLaren Motor Racing et construit sa première voiture, la M1. Parallèlement, il continue de piloter et d'empiler les victoires. En 1966, il remporte les 24 heures du Mans. En 1967, il écrase la Can-Am. En 1968, il gagne son premier Grand Prix en F1 avec sa propre voiture. Un exploit rarissime, pilote et constructeur gagnant à la fois. Mais le destin s'assombrit en 1970. Alors qu'il teste une M8D, à Goodwood, un élément aérodynamique se détache à 270 km/h. La voiture se désintègre. Bruce n'a aucune chance, il meurt sur le coup, à seulement 32 ans. Son équipe aurait pu arrêter là, abandonner, fermer la boutique, mais non, ce n'était que le début. Sous Teddy Mayer, McLaren devient une machine de guerre. En 1974, Emerson Fittipaldi remporte le championnat. En 1976, James Hunt entre dans la légende après une saison folle. Mais les années 80 marquent un tournant encore plus violent. Ron Dennis fusionne son équipe avec McLaren et avec lui arrive l'ingénieur John Barnard qui introduit la monocoque en fibre de carbone, une révolution technologique. La domination s'installe, Lauda, Prost puis Senna, une lignée de champions qui écrase de tout. En 1988, McLaren crée la mythique MP4/4, la voiture la plus dominante de tous les temps, 15 victoires en 16 courses. Mais derrière l'éclat, le chaos. Prost et Senna se haïssent, les collisions s'enchaînent. La politique interne est délirante, les années 90 alternent entre triomphe et désordre. Häkkinen redonne 2 titres à l'équipe, mais ensuite la lumière s'éteint. En 2007, un duo explosif débarque, Alonso
et un jeune rookie nommé Lewis Hamilton. McLaren refuse de favoriser l'un ou l'autre. Résultat, une guerre civile. Puis le scandale du Spygate éclate. 780 pages de documents techniques Ferrari retrouvés chez McLaren. Amende de 100 millions, disqualification, humiliation mondiale. Et comme toujours, chaos, génie. En 2008, Hamilton arrache le titre au dernier virage de la dernière course. Mais après ce sommet, la descente reprend. Partenariat désastreux avec Honda, retard technique, déclin sportif. Il faudra attendre 2024 pour que McLaren gagne enfin un nouveau titre constructeur grâce à la rivalité explosive entre Norris et Piastri. Mais Bruce rêvait d'autre chose, faire sortir McLaren des circuits. Alors en 1992, l'équipe dévoile une voiture qui changera à jamais l'industrie. La McLaren Fin. Une œuvre d'art, une déclaration de guerre, une philosophie sur roue. Un V12 BMW atmosphérique de 627 chevaux, 386 km/h en pointe, 1140 kg seulement. Un siège conducteur au centre, une construction méticuleuse, pensée pour être la meilleure voiture jamais conçue. Elle devient un mythe instantané. 13 ans plus tard, McLaren revient dans la route avec la MP412C, une voiture brillante mais froide. Rapide, efficace, précise, mais sans magie. Alors en 2013, McLaren décide de frapper fort, très fort. La P1, une sculpture liquide, un organisme vivant, un reptile prêt à bondir. Frank Stephenson s'inspire des guêpes pour créer une hypercar biomécanique. Une aérodynamique active invisible, un design qui ressemble à une créature. Mais la voiture sort inachevée. Système hybride capricieux, interface bâclée, détail encore au stade de prototype. Et puis, McLaren duplique la recette. Encore. Entre 2014 et 2022, 15 modèles, tous basés sur les mêmes fondamentaux. Tous équipés du même V8, tous avec les mêmes optiques boomerang, tous trop proches. Les McLaren deviennent magnifiques, mais interchangeables. Une collection de méduses fascinante, mais impossible à différencier. Puis arrive la Senna, radicale, agressive, dictée uniquement par l'air. Une machine de chrono plus qu'une voiture, un choix cohérent mais dur, presque brutal, et enfin, la W1, censée incarner la Renaissance. Mais son design divise, trop technique pour séduire, trop émotionnel pour être totalement rationnel. Un mélange qui perturbe. La vérité, McLaren n'a plus le droit à l'erreur. Depuis 2020, tout vacille. Covid, chute des ventes, perte de 300 plus millions en un an. Vente du siège social, licenciement massif. Prêt d'urgence de Bahreïn, retard catastrophique sur l'Artura, rappel technique, client furieux. McLaren doit vendre des brevets, des simulateurs et même 49% de son écurie de Formule 1. La V1 se vend bien grâce à sa rareté, mais ce n'est pas suffisant. Alors, comme tous les constructeurs de prestige, McLaren prépare un SUV, un V8 hybride, plus de 300 000 €, concurrent direct de l'Urus et du Purosangue. Une porte de sortie, une planche de salut, les puristes vont crier. Mais ce SUV pourrait sauver la marque, comme le DBX a sauvé Aston Martin, comme le Cayenne a sauvé Porsche. Parce que McLaren, malgré toutes ses erreurs, malgré son chaos, malgré son incohérence, refuse de mourir. Elle a créé la voiture la plus rapide des années 90, la plus avancée des années 2010. Elle a façonné la Formule 1 moderne. Elle a survécu à l'impossible. McLaren n'est peut-être pas la plus rentable, ni la plus stable, ni la plus simple à comprendre. Mais c'est peut-être la marque la plus résiliente de toute l'histoire automobile. Une marque qui tombe, se relève, retombe, se relève encore, toujours, sans abandonner. Et peut-être que c'est ça, finalement, l'essence de McLaren. Un constructeur imparfait, brillant, instable, génial, chaotique. Une marque qui incarne l'excès, l'ambition, la souffrance et la victoire. Une marque profondément humaine.